dire dans un premier temps, c'est qu'on a, avec la DRAF et la RS Bretagne, travaillé avec des prestataires, la Scope Terralim et Z Graphic, sur une stratégie permettant de développer l'alimentation durable et notamment une meilleure communication pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de cette loi Egalim. Donc, parmi notre communication, on a bien évidemment ce cycle de 6 webinaires, mais on a également cette infographie que l'on vous enverra ultérieurement et sur lequel on communiquera. L'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser et la diffuser un maximum afin que toutes les personnes au sein d'un établissement puissent bien connaître les tenants et aboutissants de cette loi Egalim. J'en dis pas plus parce que on n'a pas énormément de temps. Je voulais aussi rappeler que sur ce cycle de webinaires, c'est un cycle de 6 webinaires. Le premier webinaire a eu lieu le 7 février et on a rappelé la loi Egalim au sens large ainsi que ma cantine. Aujourd'hui, second webinaire sur les piliers des produits durables et produits biologiques. Et il y en aura 4 autres. Et je vous invite à vous y inscrire. Vous aurez dans le compte-rendu le lien d'inscription. Des groupes de travail aussi, le prochain à l'association Le Parc à Fougères, avec le retour d'expérience de l'association sur l'inclusion notamment des produits durables et des produits bio, avec l'intervention également de la SIC Nourrir, de la chargée de mission projet alimentaire de territoire, un travail sur les catalogues de formation qui sera également présenté. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nos intervenants, Madame Godest et Madame Huchet d'aujourd'hui, de l'association ALAP, ont bien voulu nous présenter ce qu'ils faisaient, mais ce sera sur un temps qui sera très très court. Et si vous êtes frustré et que vous voulez en savoir plus, il y aura un groupe de travail qui sera organisé au sein de l'ALAP à Ifindic le 25 septembre prochain. Deux intervenants, Anaïs Levavasseur de la DRAF qui va nous rappeler le pilier en question, Madame Godès, directrice générale de la LAP, et Aurore Ruchet, chef de restauration. J'en dis pas plus, je laisse la parole à Anaïs. Anaïs, est-ce que tu veux partager ton écran ou je Oui, partage le mien toujours? je vais partager mon écran. Hop. Vous Et avez là, la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions dans le chat on vous laissera aussi un petit temps de questions-réponses à la fin. C'est ok. bon, je vois bien ton diaporama, Anaïs. Ok, très bien. Bon, bah, bonjour à tous. Enchantée pour ceux qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Donc, effectivement, je suis chargée de mission restauration collective à la DRAF. Et donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur le pilier 1 de Egalim. Vous savez, on avait abordé un peu, listé les 5 piliers au dernier webinaire. Donc, le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines, des plastiques, etc. Ça fera l'objet d'autres webinaires. Donc intégrer c'est la base en fait d'Egalim, vu qu'en fait les produits durables et de qualité, c'est vraiment la mesure emblématique que nous on suit en administration et qui sont vraiment l'objectif numéro 1 à atteindre. Vu que vous avez, je le rappelle, un objectif de 50% de produits durables et de qualité dans les assiettes de vos établissements. Donc on raisonne en achat hors taxe. Et on a un objectif qui est plus élevé pour la viande et le poisson, qui sont considérés comme étant une famille de produits plus sensibles. Donc, ça fait maintenant depuis 2022 que la mesure est en vigueur sur les produits durables et de qualité. Comment on suit ces pourcentages? Je le rappelle, c'est avec votre télédéclaration sur ma cantine. Notez bien la date du 31 mars. Vous avez jusqu'au 31 mars pour télédéclarer vos achats. Et le préfet vous a adressé un courrier par voie postale ou par voie numérique au début du mois pour vous rappeler cette obligation de télédéclaration. Donc, si ce n'est pas déjà fait, que ce n'est pas déjà validé, la première étape, c'est évaluer vos taux de produits durables et de qualité. Ça, c'est obligatoire depuis maintenant 3 ans. Et donc, je le rappelle, vous devez le télédéclarer. Bon, j'en viens au vif du sujet. Donc, un objectif à 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Donc ça, c'est assez évident. Le bio, c'est un plancher. Et ensuite, qu'est-ce qu'un produit durable et de qualité? On a un peu évoqué ça la dernière fois. On renvoie à des labels et mentions valorisantes comme le label rouge, indication géographique protégée, AOC, IGP, etc.
qui vont renvoyer à certains modes de production. On ne renvoie pas au localisme directement. Pour autant, c'est un objectif qui est sous-jacent. On est dans un marché européen, donc on ne renvoie pas au localisme, mais voilà, on a des mentions valorisantes qui vont quand même renvoyer à une certaine géographie. On a 2 catégories qui doivent faire l'objet de critères dans les marchés publics ou appels d'offres. Tout ça, pour en fait en savoir plus, je vous invite à consulter le guide d'achat du Conseil national de la restauration collective qui va en fait vous donner des grilles de sélection pour aller chercher ces produits-là. Mais c'est des critères que vous devez déterminer en amont de l'achat. Donc voilà, donc des labels et mentions valorisantes qui sont listés ici. Et en fait, on ne définit pas qu'est-ce qu'un produit durable et de qualité, on renvoie à ces labels et mentions valorisantes. Juste pour vous donner une idée, alors que l'objectif est à 50%, sur le secteur de la santé, on est à 6% de bio et 12% de produits durables et de qualité, donc ça fait 18%, donc on est bien loin des 50%. Et on constate qu'il y a beaucoup moins de produits bio, par exemple, dans le secteur de la santé que dans tous les secteurs confondus. Donc, on voit qu'il y a des réelles difficultés qui sont propres au secteur de la santé. Et l'idée aujourd'hui de ce webinaire très court, c'est de vous donner des clés très rapidement. Ça sera aussi l'idée des groupes de travail pour approfondir ça. Mais là, dans un temps très circonscrit, j'attire votre attention sur les clés de succès. Bon, évidemment, des clés de succès, déjà, participer à ce webinaire, entrer dans une démarche de réflexion, c'est une clé de succès. Participer au groupe de travail, c'est encore plus une clé de succès pour atteindre ces produits durables et de qualité. Un engagement de votre direction, des actions de communication, sensibilisation auprès des usagers de vos restaurations collectives, et aussi évidemment des formations qui sont des clés de succès pour atteindre ces objectifs. Mais on a quand même, au-delà de ces clés, des leviers qui sont à activer. Déjà, toujours avoir une démarche de penser au fait que vous devez tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif de produits durables et de qualité. Je le rappelle, d'autant plus que vous êtes quand même le cœur de la santé. L'alimentation, c'est le pilier de notre santé. Donc, on a quand même voilà, toute une démarche qu'il faut remettre dans son contexte. Donc, arriver de manière systématique à se dire où on en est dans nos achats, dans ce qu'on appelle le sourcing, et qu'est-ce que je peux faire. Quand vous êtes, par exemple, soumis à des marchés publics ou que vous renouvelez un appel d'offres, un contrat avec un prestataire, que ce soit pour vos approvisionnements, parce que vous êtes en gestion concédée, il faut que vous ayez cet objectif-là en tête et que, par exemple, vous avez un marché public, vous pouvez prévoir des pénalités en cours de contrat pour voilà, mettre un peu la pression à votre prestataire qui va vous faire payer le même prix qu'un voisin qui, lui, a 50% de produits durables et de qualité quand vous en avez 5%. Donc, avoir ce type d'éléments en tête, donc l'intégrer dans la rédaction de cahier des charges, dans vos contrats, etc. Sur le territoire, en Bretagne, on a de la chance, on a ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, qui sont des politiques qui sont menées au niveau des communautés de communes pour rapprocher tous les maillons de la chaîne alimentaire. Vous, évidemment, vous êtes en fait sur l'aval, vous êtes sur la fin de la chaîne alimentaire, mais l'idée, c'est de rapprocher tout le monde, producteurs, transformateurs et donc mangeurs. Donc, tournez-vous vers les projets alimentaires territoriaux qui peuvent être des véritables ressources pour arriver à des produits durables et de qualité. Et évidemment, les autres leviers, on en parlera, c'est finalement l'atteinte des objectifs EGalim, c'est-à-dire la diversification des sources de protéines vers plus de végétarisme et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous pouvez retrouver la liste des projets alimentaires territoriaux et leurs références sur le site de la DRAF. Et les guides dont je vous parlais du Conseil national de la restauration collective, on vous laisse les liens dans la présentation et vous pouvez les retrouver sur le site Ma Cantine. À noter qu'un guide très complet a été écrit pour les EHPAD et à votre disposition par mes collègues d'Île-de-France. Donc, je vous laisse les liens. C'est des vraies ressources, vraiment creusez-les. Sur la déclaration, si vous avez un problème, vous me contactez d'ici le 31 mars, je rappelle la date. Et si besoin, vous pouvez avoir des webinaires plus complets à ce sujet avec l'équipe Ma Cantine.
Et je vais laisser donc Aurore et Delphine de l'ALAP vous faire un petit retour d'expérience pour que vous puissiez voir comment on atteint ces objectifs de produits durables et de qualité au sein d'un établissement de santé ou médico-social. Merci Anaïs. Parfait sur le timing. Donc, beaucoup d'éléments dans son diaporama que l'on vous transmettra avec le diaporama de l'ALAP également. Donc, je laisse la parole à Delphine qui va pouvoir témoigner de son travail. Et je le rappelle, ça va être très court, mais il y aura un groupe de travail le 25 septembre à l'ALAP, puisqu'ils nous font l'honneur de nous accueillir pour ce groupe de travail. Donc bonjour à tous, je prends le relais. Est-ce que c'est OK pour le son? C'est bon pour tout C'est le monde? parfait. D'accord, donc je vais vous faire une présentation un peu courte sous format témoignage à 2 voix avec Aurore Ruchek et on va dire dans la salle virtuelle. L'association ALAP, c'est juste une association donc, qui accompagne sur le territoire d'Ille-et-Vilaine environ 400 personnes, publiques, personnes handicapées, établissements médico-sociaux et une centaine de salariés. Et on va faire ici un focus sur un des établissements puisque le projet pour nous a été de transformer la restauration d'un foyer de vie de 40 personnes en public handicap en passant d'un service externalisé il y a 1 an à une reprise en main totale des achats et de la production. Donc voilà pour cette première slide. Donc le constat, ce qui nous a amené à, je vous laisserai Frédéric, voilà. Le constat, ce qui nous a amené à faire tout ça, c'est que donc nous avons un public spécifique, mais que j'ai appelé captif, c'est pas un joli mot, mais avec des besoins spécifiques, en tout cas des gens qui mangent dans l'établissement le midi, le soir, toute l'année, 7 jours sur 7. Une qualité de vie qui était dégradée quand on est parti du constat, puisque les repas sont des moments essentiels, mais malheureusement, on n'avait pas une satisfaction, il y avait plutôt une insatisfaction récurrente et donc une restauration externalisée qui, à l'époque, ne répondait pas aux exigences de qualité qu'on s'était données et aux ambitions associatives en matière d'environnement et de responsabilité sociétale également. Donc, les limites de ce que j'avais identifié dans le système antérieur, c'était une relation quand même très commerciale avec notre prestataire, je leur jette pas la pierre, donc centré sur un aspect économique. Le contrat, il mettait d'abord le prix en avant, l'aspect social était négligé. Des convives qui étaient un peu considérés comme des consommateurs, c'est-à-dire que nos résidents ne prenaient pas part à la préparation des repas, et pourtant certains en ont et le temps et la capacité. Et une instabilité du personnel puisque avec le dernier prestataire, je pense qu'en 3 ans, on a vu passer plus de 10 chefs de cuisine, entre chefs de cuisine et cuisiniers. Donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà. Donc nous, au sein de l'ALAP, on a décidé de réfléchir un petit peu à ce modèle et puis suite à la participation de l'association à la Convention des entreprises pour le climat, j'avais demandé aux salariés de réfléchir à un modèle de ALAP idéal en 2030. C'est quoi votre vision de votre travail et de ce qu'on pourrait faire en 2030? Et ce qui a émergé, c'est la création à IFINDIC de transformer un lieu de vie en éco-hameau, en essayant de tendre vers un modèle régénératif qui prend soin du vivant. Ça a émergé vraiment d'une volonté des équipes. Et donc, on a identifié la restauration comme premier levier, en passant, pourquoi pas, à une consommation locale, très engagée, socialement responsable, attractive, bonne, qualitative, etc., en imaginant la participation des usagers et tout en maintenant un équilibre économique. Évidemment, il n'était pas question, et je pense que c'est le cas pour nous tous ici, d'allonger trop la facture. Donc, il y avait ce paramètre-là qui était non négligeable. Donc, la mise en œuvre, on a commencé ce projet en sensibilisant d'abord les convives pendant 1 an. Donc, il a fallu éduquer un peu les convives sur le bien manger. C'est quoi bien manger, mais surtout, c'est quoi un bon repas, un repas idéal? La qualité, le goût, notamment avant la quantité. Donc, on a fait ce travail de sensibilisation et je pense qu'aujourd'hui, il nous aide vraiment à amorcer cette transition. Il a fallu convaincre aussi parce que c'est un peu à contre-courant aujourd'hui de changer un modèle comme celui-là. Donc, convaincre les administrateurs, convaincre le financeur qu'on allait essayer de tenir les coûts, bien sûr, et puis que la qualité serait au rendez-vous, tout en garantissant quand même garantir l'activité tous les jours. Et il a fallu se rencontrer avec des producteurs locaux pour établir des partenariats durables sur le territoire.
Donc, la réalisation du projet, quand on a décidé de le mettre en place il y a 2 ans, il a fallu à peu près 9-10 mois pour l'organiser. Donc, il a fallu repenser l'organisation du travail parce que ça se pensait au niveau global, repenser les processus pour fidéliser les équipes et surtout organiser le travail pour leur permettre de concilier vie privée, vie professionnelle et aligner ça avec les valeurs de l'asso. Élaborer des menus, parce que je vous le disais tout à l'heure, des repas savoureux, oui, mais en ayant un cahier des charges quand même écologique assez important. Donc, ça veut dire diminuer les quantités de viande, moins de protéines animales et peut-être aussi moins de composantes dans le repas. Quand je disais tout à l'heure qu'on a travaillé sur la qualité, c'est quoi un bon repas, on a réfléchi aux composantes. Est-ce qu'un bon repas, c'est une entrée, un plat, un fromage, un dessert, un café le midi et le soir? Donc, il a fallu sensibiliser beaucoup à tout ça. Et puis, on ne l'a pas fait tout seul. Donc, on s'est fait accompagner de la SIC Nourrir l'avenir. Donc, ça a été vraiment un partenaire très important pour déjà m'aider quand j'avais des périodes de doute dans la réalisation du projet. On a été soutenu par AgroBio 35 pour identifier tous les producteurs bio et raisonnés. Et puis, sur le territoire de Brocéliande, puisqu'il indique que ça se situe en territoire de Brocéliande, on avait une chargée de mission comment on appelle ça, PAT. Et donc, ça nous a bien aidé aussi sur l'ingénierie projet. Projet alimentaire de territoire. Voilà. Ouais. Donc, voilà pour le projet. On pourra vous en dire plus, mais le temps est compté, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Vous dire que du coup, aujourd'hui, on est à peu près à un peu moins d'1 an. On a basculé en avril 2024. On a basculé en février exactement, mais on a eu 2-3 mois un peu compliqués. Donc, on va dire que le vrai démarrage, c'était avril. Et puis, aujourd'hui, si je peux vous montrer les chiffres, on a 59% de produits durables. Alors, on n'est pas tout à fait les chiffres. Bon, normalement, c'est bon, hein, je ne vais pas dire l'inverse, évidemment, mais on a besoin de s'améliorer sur la traçabilité puisqu'on avait un logiciel qu'on n'a pas conservé. Donc là, on va passer sur un autre logiciel et essayer d'être un peu plus, de mieux tracer. Donc, on est sur 59% de produits durables, 34% de produits bio, 100% de satisfaction. Ça, je peux vous dire que ça nous a changé la vie. Nos CVS, c'était une longue liste de plaintes par rapport à la qualité des repas. Et aujourd'hui, tout le monde est content. Il a fallu un petit peu travailler puisqu'on a enlevé pas mal de viande le soir, par exemple, mais on a remplacé, et ça, Aurore va pouvoir vous en parler, par plus d'autres types de protéines, et puis essayer de leur faire découvrir aussi des nouveaux produits. L'équilibre économique, je pense que s'il y a des gestionnaires dans la salle, ça va être important pour eux. Le budget, aujourd'hui, il est stable. On a eu une petite hausse de coûts parce que la première année, j'ai dû changer d'équipe, donc ça nous a coûté un petit peu en travail intérimaire pendant 1 mois et demi. Mais sur les matières premières, on est à l'équilibre. On ne dépense pas plus que l'année dernière. Et tout ça, c'est lié justement à une diversification des protéines. On achète moins de viande et on a aussi diminué le grammage de viande dans les assiettes. On essaie évidemment de ne pas gaspiller, de réaccommoder les restes, etc. On a une reconnaissance officielle. Les financeurs aujourd'hui approuvent. L'évaluation HAS que l'on vient de passer nous a donné une petite étoile, donc on en était content pour identifier une action remarquable. Et puis aussi la fierté des salariés, parce qu'on a un impact sur l'environnement et un impact social qui n'est pas négligeable. Une réduction de l'empreinte carbone, mais la fierté aussi de contribuer à la protection d'une alimentation locale de qualité, de faire travailler des producteurs de notre environnement, et ça c'est important. On était en crise en grève des agriculteurs l'année dernière quand on a basculé, et ça a du sens aujourd'hui de pouvoir se dire que les agriculteurs à côté du hameau, ils comptent sur nous, et nous on s'engage à avoir des commandes à peu près sur l'année, des volumes que l'on va maintenir. Donc voilà un petit peu notre fonctionnement. Donc la recette pour une transition réussie, je pourrais vous donner quelques ingrédients. Je pense qu'il ne faut pas se lancer tout seul, il faut être dans une collaboration, il faut penser le projet avec ses équipes en interne, mais aussi en externe avec des partenaires. Il faut un peu d'expertise culinaire, il faut s'entourer de chefs compétents et qui ont des convictions. Je pense que ça, c'est très important. Le plaisir et la convivialité, le focus, notre objectif, c'est que le repas est un moment de joie, c'est très important. Et puis un petit peu de courage et d'audace pour le directeur ou pour le gestionnaire qui va mener le projet. Il y a des périodes de doute, c'est pas toujours facile, mais globalement, aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. Et j'ai quelques témoignages de salariés, d'usagers, et ça fait chaud au cœur de voir que ce moment, il est devenu très important pour eux. Voilà, si Aurore, pardon, est avec nous, parce que j'ai vu son nom, je pense qu'elle pourrait peut-être vous donner 1 ou 2 exemples de repas ou de diversification alimentaire qu'on a pu mener.
Je ne sais pas si ça aura, mais je trouve que la recette que vous avez décrite là, elle doit fonctionner sur beaucoup de projets, il me semble. Audace, plaisir, expertise et collaboration, ça doit fonctionner sur bien d'autres choses que l'alimentation durable. Est-ce que Aurore réussit à prendre la parole? On dirait que Ah, non. elle m'a envoyé un petit message, elle nous suit, mais elle n'a pas l'image et le son. D'accord, ok, bon, Ah, c'est c'est dommage. En tout cas, compliqué. pour ceux qui viendront, on sera ravis de vous présenter notre modèle et puis de partager avec vous pour peut-être pouvoir essaimer. Et voilà, j'aurais voulu que Aurore puisse prendre la parole parce que le partenariat avec un chef engagé, c'est hyper important. Et donc, elle pourra vous témoigner, pour ceux qui viendront, du plaisir, je pense, aussi à travailler dans ces conditions-là, le plaisir qu'on a à rencontrer les producteurs, etc. Je trouve que c'est aussi, ça participe à notre bien-être au travail, à nous tous aussi, aux professionnels. Mais merci en tout cas pour ce témoignage. Anaïs a précisé que la carte des projets alimentaires de territoire était dans le diaporama, mais elle l'a aussi remis dans la conversation. Elle a rappelé qu'il y avait la télédéclaration qui était obligatoire au 31 mars. Et on a une petite question dans le chat. C'est quel est le coût du repas par convive suite à cette action? Alors, le coût du repas, il est à 7,50 € aujourd'hui. Mais dans la part dans ce prix, il y a la moitié en matière première et la moitié en charge de personnel. Je ne vais pas identifier le prestataire que l'on avait, mais auparavant, il y avait sur le coût de prestation de service, il y avait un professionnel et demi. Moi, je suis passée à 2,5. Donc, on a bien sérieusement revu le temps quand même passé au travail parce que quand on propose des produits frais, il y a beaucoup d'épluchage, des choses comme ça. Donc, 2,5, c'est même un peu juste, hein. On fait 35 000 repas à l'année, mais on a introduit les usagers pour participer. Donc, ça, c'est, on va dire, 3,50 € par repas pour la partie ressources humaines. Et ensuite, on a à peu près 3,50, 3,60 € de coûts matières premières. Ok. Merci. Il n'a pas évolué par rapport à ce qu'on payait avant. Ouais, je vous pose cette question. Bonjour Laure-Marine Janel, Vive 3. Je posais cette question parce que c'est bien souvent ce qui freine. Bien sûr. Forcément. Nous avons Pauline Huette qui dit bravo d'abord pour cette action. Et est-ce que vous avez eu des freins de la part des personnes âgées, notamment sur la réduction de la viande et l'introduction de repas végétariens? Oui. Oui, évidemment, on a eu des freins. C'est pour ça que je voulais vous parler de la sensibilisation. Quand on a commencé à envisager d'internaliser, en effet, je me suis dit, mais si on continue à manger de cette façon-là, c'est pas possible. On va pas, le coût de la viande tous les soirs, évidemment, c'est important. Donc aujourd'hui, on l'avait encore l'autre jour en commission restauration, eh ben, un dîner, ça peut être, c'est pas tous les jours, hein, parce qu'ils ont des attentes, mais ça peut être un potage, un riz au lait, et ça peut être aussi, de temps en temps, de la protéine animale, mais peu, ou en tout cas en moins grande quantité. On a diminué le grammage. Et ça, c'est la SIC Nourrir l'Avenir avec la diététicienne qui nous a aidé, Aurore, moi et le cuisinier précédent, à élaborer des repas qui prenaient en compte tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est essentiel d'avoir un chef de cuisine à ses côtés qui est convaincu de ça, parce que c'est pas simple pour des professionnels de la restauration de mener quelquefois, de changer ses habitudes de formation. Et je l'ai vu avec le premier professionnel que j'avais recruté, on avait beau s'être mis d'accord sur le papier, ça n'a pas matché en fait. Et j'ai vu les boîtes arriver, j'ai vu la viande qui n'était pas celle que je souhaitais arriver, les volumes qui ne diminuaient pas. Donc j'ai dû repenser le projet avec quelqu'un qui avait des convictions fortes. Et ça, c'est très important. Merci. Anaïs a précisé que pour identifier les leviers d'action pour contenir le prix, vous pouvez aussi vous référer au guide du Conseil national de la restauration collective, dont les liens seront dans le diaporama que Anaïs a présenté tout à l'heure. Il nous reste 5 petites minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez reposer des questions, soit par chat, soit vous pouvez prendre la parole directement. J'ajouterais la question précédente que le public AF indique, c'est un public, donc c'est ce qu'on appelait les unités PHV, personnes handicapées vieillissantes. Donc ce sont des personnes qui ont tout le temps vécu en milieu rural et qui en plus avancent en âge, donc étaient très habituées à manger beaucoup de viande.
Et pourtant, aujourd'hui, quand je vois les retours CVS, ils sont très heureux en fait de la qualité du repas, parce que je pense que le goût, ça a encore du sens, quoi. Donc, aujourd'hui, on n'a vraiment pas. Ça a été un peu compliqué, il a fallu discuter au début, mais aujourd'hui, non, je pense que peut-être qu'au mois de septembre, on pourra les faire témoigner pour qu'ils puissent vous dire justement comment ils ressentent ça au quotidien. Oui, bonjour, j'avais une question. Je voulais savoir si vous m'entendez. Oui. Oui, vous êtes, j'imagine, en liaison chaude complète. Et comment ça se passe pour l'organisation du coup? Le matin, vous produisez pour le midi, l'après-midi, donc pour le repas du soir. Il n'y a pas de coupure. Ça se passe comment au niveau de l'organisation, s'il vous plaît? Alors, on vient juste de modifier puisque notre projet, comme il se met en route, ben, il est aussi évolutif. Jusqu'à il y a quelques semaines, on était en préparation le matin, oui, on préparait pour le midi, et pareil l'après-midi. Et là, on a revu les plannings des équipes, donc ils ne travaillent plus que les matins maintenant. Et le soir, les équipes, mes agents logistiques font de la réchauffe, des repas qui ont été préparés le matin par les équipes. Donc, D'accord, merci. voilà, et c'est servi directement juste après la production. Merci. Nous avons une petite question de Christophe Valnet. Est-ce que les produits durables et produits bio s'additionnent, c'est-à-dire 59 plus 34, ou c'est 34% de produits bio qui sont inclus dans les produits durables? Alors aujourd'hui, les 34% de produits bio sont dans les produits durables. On essaie D'accord. de continuer à faire évoluer, hein, parce que mon objectif, c'était 80% de produits durables, et même j'avais dit 100% de produits bio, mais ça, c'est pas possible en fait. Mais bon, petit à petit, on va continuer à trouver des nouveaux producteurs. J'expliquais l'autre jour qu'on a un peu de difficulté à trouver du bœuf, par exemple, du bœuf de qualité en local. Bon, bio, c'est quasiment impossible, et aujourd'hui, ben, le bœuf, il souhaite en manger. Donc, ben voilà, on fait aussi on n'est pas non plus des ayatollahs, c'est pas figé, quoi. Et s'il faut, on trouvera peut-être demain de nouveaux producteurs, on verra. Mais bon, l'idée, c'est aussi de ne pas aller picorer chez tous les producteurs. On essaie d'avoir un engagement durable, mais aussi sur la longue durée avec les producteurs. Ça nous semble aussi très important. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, excusez-moi, j'avais une dernière question. Est-ce que vous avez un peu vérifié le gaspillage alimentaire? Je pense qu'il y en a peu chez vous. En termes de grammage par rapport à la moyenne nationale, vous savez comment vous êtes placé du coup? Alors, je ne crois pas qu'on ait fait Aurore, elle pourrait vous le dire si on est au-delà, mais je pense qu'on est en dessous. Notre objectif, c'est de réaccommoder les restes, hein, ce qu'on a vu inscrit dans la loi, mais pour ça, on a une équipe de restauration qui est très, très vigilante là-dessus. Et donc, dès qu'on peut, eh bien, on reprépare, on recuisine ce qui n'a pas été mangé. Évidemment, il y a des restes, mais je ne sais pas si on est… je crois que c'est 60 grammes par assiette. Bon, je ne sais pas où on est aujourd'hui. Ça fait partie des objectifs qu'on se donnera pour l'année à venir, puisque par rapport à ma cantine, il faut qu'on mesure. Mais là, je n'ai pas les chiffres, hein. Je ne l'ai pas indiqué dans la télédéclaration qu'on a faite. Ok, merci. Parfait. Merci. Merci aussi, Madame Godès, d'avoir tenu le timing. C'est un exercice qui est très compliqué. Ah oui, peut-être une question de les pâtes de Ploie. Est-ce que vous Oui, réussissez à excusez-nous. prendre la On parole? voulait savoir Oui. si vous… Oui. Est-ce que vous donnez des crèmes HP ou est-ce que vous avez des produits pour compenser? Ah ben, il me semble qu'on a quelques usagers qui ont des crèmes HP, mais assez peu. Et si nécessaire, en effet, on enrichit l'alimentation quand c'est indiqué pour une personne qui aurait besoin de manger hyperprotéiné. Mais on en a quelques-unes. Et auparavant, on avait des espèces de barquettes hyperprotéinées pour quelques personnes. Alors là, ça, c'était le flop total. C'est vraiment la caricature du repas transformé immangeable. Donc aujourd'hui, j'entends plus parler de ça, par exemple. Et on a 2 ou 3 personnes qui ont des repas hyperprotéinés. En tout cas, enrichis. Ok, merci. Merci pour cette dernière question et réponse. Je garde la recette, audace, plaisir, expertise et collaboration. Et je voulais aussi profiter de prendre la parole en dernier pour représenter
Le cycle de webinaire, vous aurez le lien d'inscription pour continuer à suivre le pilier 2 le 23 mai sur la diversification des sources de protéines, justement, et les menus végétariens. Et un groupe de travail à l'association Le Parc, où on parlera aussi d'une démarche qui est assez proche. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la démarche de l'ALAP, eh bien, ils nous accueilleront à IFINDIC le 25 septembre aussi. Donc, je vous enverrai les informations sur l'ordre du jour détaillé et les inscriptions à ce moment-là. Merci Anaïs, merci Delphine et merci Aurore, même si elle n'a pas pu prendre la parole lors de ce webinaire, elle l'a préparé avec nous. Je vous donne rendez-vous soit le 3 avril pour le prochain GT, soit le 23 mai. Merci à tous, bonne journée. Merci. Merci, au revoir.